Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour la FAQ. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Vidéo réponse donc à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram, les amis, en story, dans la boîte à questions après le Classico. Beaucoup ont participé, enfin un certain nombre, et je ne pourrai pas répondre à tout le monde, hein, comme d'habitude, vous connaissez l'histoire. Je vais essayer de prendre un maximum de questions. Je vais essayer de faire vite. C'est parti. Première question de la frite qui dit trop d'absence. Peu de titulaires en rythme, Xavi a fait avec les armes à disposition presque la victoire. C'est une façon de voir les choses, effectivement. Il y en a qui ont une autre façon de voir les choses, mais moi c'est plutôt ça, ma façon, ma vision de la situation. C'est que, en fait, quand on regarde le contexte, déjà dans un premier temps, forcément si tu prends pas le contexte, si tu le prends pas en compte, eh bien tu ne vas pas aller loin. Ton analyse, l'analyse ne peut pas vraiment être bonne, je dirais. Donc déjà si on prend le contexte, avec les blessés qu'on a, tout ça, et le jeu qu'on a proposé contre le Real Madrid, on voit quand même une sacrée évolution par rapport à la saison dernière, quoi, en fait. Tout simplement, quand on regarde la saison dernière, on a eu des classicos où on avait nos joueurs à disposition, où ça avait très bien marché, et des classicos où on a eu quelques absents et ça n'a pas du tout bien marché. Donc en fait, quand on regarde, même si le Real Madrid concrètement, c'est pas, pour moi le Real Madrid n'est pas meilleur que la saison dernière, mais ça reste un classico, et quand tu as autant d'absents, arriver à produire un football aussi sympa, aussi dominateur, en fait, je trouve que c'est quand même une bonne chose. Maintenant, forcément que la défaite, elle fait mal, et perdre le match de cette façon, c'est pas vraiment, on va dire, acceptable, dans le sens où tu mènes, tu gagnes, tu es en train de mener dans le match, tu joues très bien, tu n'arrives pas à mettre ton deuxième, tu te fais punir à la fin. C'est très frustrant, voire très énervant. Les choix aussi de Xavi en cours de match, comme tu dis, Xavi il a fait avec les armes à disposition. Oui, oui, mais quand tu as une arme sur ton banc qui est prête à te péter au visage, normalement vaut mieux pas la toucher, tu vois, cette arme là. Vaut mieux prendre les armes qui sont sûres, tu vois, sûres où tu vas pas te blesser toi-même avec. Et en utilisant son arme Roméo, je suis pas sûr que ça soit la meilleure idée. Maintenant, le 11 de base, quand on regarde le 11 de base, il était plutôt bon. L'équipe a bien joué, mais l'équipe n'a pas réussi à vraiment se mettre à l'abri, en fait, avant que les armes de destruction massive ne rentrent sur le terrain, tout simplement. J'attends impatiemment le retour des autres, de tout le monde, en fait, tout le monde en forme. Ça sera magnifique, je pense. Avec Frenkie au milieu, avec un double pivot, Frenkie Gavi. On va pas commencer à partir là-dedans, mais j'ai déjà en tête je vais sortir une vidéo dans pas longtemps, dans la semaine, je pense, où je vais donner un peu, on va dire, mon équipe type, vraiment très clair, quoi, que j'aimerais voir sur le terrain, maintenant qu'on a fini le mercato, tout ça. Je sais pas si je m'en souviens plus si j'avais fait une équipe type, mais ça me paraît évident maintenant, ça me paraît évident. Ensuite, question qui n'est pas une question, de Marco qui dit Gavi doit être placé dans un double pivot avec Frenkie ou Gundo en attendant Kimmich. Exactement. Je ne pourrais pas dire mieux. Après, est-ce que Kimmich va venir, ça? Bon, je ne sais pas. Mais oui, Gavi, double pivot, c'est une obligation pour moi. C'est comme ça. C'est tout. Ensuite, on a Baumé qui dit le Real Madrid ne joue pas au football depuis le début de saison en gagnant comme ça. C'est comme ça, les amis. C'est comme ça. On a notre vision du football, supporter du Barça. Certains dans les supporters du Barça n'ont pas la même vision, mais voilà, et les autres ont leur vision du football. Côté Real, peut-être que ce qui leur importe le plus, c'est la victoire, tu vois. Nous, la saison dernière, on le voyait, le Barça qui gagnait, et on voyait que toute la communauté, la plupart, une bonne grosse partie de la communauté n'était pas satisfait, n'était pas content, mettait tout le temps en cause, remettait en cause le coach, l'équipe, les joueurs, certains joueurs, parce que le Barça ne gagnait que des 1-0 et a fini même champion. Mais même comme ça, les supporters n'étaient pas contents. Les supporters ensuite ont dit ouais, on est champion, mais la Liga, le niveau est cataclysmique de la Liga, donc ça vaut rien, tu vois. Presque nos propres supporters nous ont fait croire que
gagner la Liga au bout de quelques années, parce que ça faisait quand même 6 ans je crois, je m'en souviens plus, peut-être moins. Non, ça faisait pas 6 ans, mais ça faisait depuis 2019 je crois, ou quelque chose comme ça qu'on n'avait pas été champion, donc non, pas 6 ans, mais 4 ans quoi. Et on nous a fait croire que c'était pas si fou que ça, parce que la Liga avait baissé de niveau, et maintenant que on démarre la Liga quand même, on est quand même 4ème, donc c'est vraiment pas fou en termes de classement. D'un coup, à leurs yeux, la Liga devient importante. C'est marrant. Après, pour le Real, bon, c'est comme ça. Ils ont eux, ça leur pose pas de problème en fait de gagner comme ça. Voilà, c'est tout. Ils se disent c'est la victoire qui compte, et ils ont gagné. Et les supporters et l'équipe sont contents avec ça, tu vois. Au moins tout le monde est content de leur côté. Ensuite on a Juninho qui dit nos blessés qu'on attendait tous nous ont tué le match, mais pas grave, force à toi qui a fait Barça, merci pour la force frérot à chaque fois hein. Je sais pas s'ils ont vraiment tué le match, mais disons qu'ils ont clairement pas aidé quoi. Après il n'y a pas que eux forcément, parce que je précise, parce qu'à chaque fois que je parle de joueurs on vient me dire ouais tu défends les autres joueurs, c'est pas juste parce que j'en parle pas ou quoi, mais c'est pas parce que je dis que Lewandowski a été catastrophique que ça veut dire que Romelu ne l'a pas été, tu vois. Mais après c'est trop demandé peut-être de réfléchir, d'avoir un minimum de réflexion ou de cerveau pour certains. Mais c'est vrai que nos blessés, bah, on les attendait, comme je l'ai dit, hein, Rafinha on attendait son retour, Lewandowski, et finalement Lewandowski a tellement ralenti le jeu. C'est une des causes pas de la défaite, tu vois, en soi, mais de la non-réaction de l'équipe. En tout cas, que l'équipe a eu de plus en plus de mal dans le match. Lewandowski en fait partie de cette raison-là. Avec Romelu et qui d'autre, Rafinha dans une moindre mesure quand même je pense. Ensuite on a Thomas qui dit dégoûté du résultat mais content de ce qu'on a pu proposer en première mi-temps, et vu l'effectif qu'on avait, penses-tu pas que la victoire ou au moins le nul n'aurait pas été démérité? Bah c'est ce que j'ai dit dans le débrief à chaud, c'était c'était à chaud donc voilà, mais ce que j'ai dit c'est que forcément on méritait pas de perdre. Je pense que le nul objectivement sur tout le match est plutôt mérité, dans le sens où de toute façon tu peux pas, si le Real a poussé en fin de match et a eu des occasions, il mérite d'avoir au moins gratté quelques points, même s'ils se sont fait dominer tout le match quoi, quasiment, enfin une bonne partie du match. Donc mais c'est comme ça, c'est le foot, tu vois, tu peux pas dominer et l'autre avoir aucune action. Si le Real avait eu 0 action et que à la fin du match on met un but contre notre camp, tu vois, bah là c'est pas mérité, tu vois, le nul. Mais là on peut dire que le nul aurait été mérité, la défaite elle l'est pas, mais d'un autre côté c'est un peu mérité dans le sens où c'est une punition, tu vois. Tu es puni par le Real Madrid parce que tu as eu ton moment fort pendant quasiment une bonne partie, les 2/3 du match, tu vois, et t'as pas réussi à vraiment te mettre à l'abri en fait et à plier le match. Et si tu n'arrives pas à plier le match, tu laisses la porte entrouverte pour que ton ennemi, ton adversaire rentre et te mette une fessée quoi, tout simplement. C'est la dure loi du football, c'est comme ça. Ensuite on a Ousmane qui dit un match à regret, enfin qui pose la question est-ce que c'est un match à regret? Oui, c'est un match à regret, parce que si on regarde avant le match, on peut se trouver des excuses en disant le Barça n'a pas son effectif à 100%, blablabla blablabla. Donc déjà avant le match on peut se dire ouais ça va être dur, tu vois, donc si on fait match nul, tu sais, un truc comme ça, tu vois, tu peux avoir cette façon de penser entre guillemets, ça peut ne pas plaire à certains, tout ça, mais à la limite ça peut se comprendre, tu vois. S'il te manque les 3 quarts de ton équipe, ça peut être compliqué. Mais quand tu vois le match après, que tu vois, tu leur marches dessus, tu domines vraiment, que le Real a rien comme occasion, a rien pour eux. En première mi-temps, ils ont pas cadré une seule frappe. Ils ont cadré leur première frappe, je sais même pas à quelle... je crois que c'est la première frappe cadrée, c'est peut-être celle de Kroos, tu vois. La petite frappe, ça devait être autour de la 55e, 60e, 65e peut-être, un truc comme ça. Donc t'imagines, au bout d'une heure quand même ils ont cadré une frappe. Forcément quand tu vois l'entame de match qu'on fait, tu peux que avoir des regrets. Ça c'était normalement une victoire, surtout qu'on joue à domicile, tout ça. Donc oui, il y a des regrets à avoir, surtout qu'on touche le poteau 2 fois avec Fermin Lopez et avec Inigo Martinez. On a touché quand même, les gars, j'ai vu la stat sur les réseaux, on a touché 11 fois le poteau en 14 matchs. C'est incroyable. C'est incroyable quand même, j'en rigole, mais c'est frustrant parce que d'un autre côté il y a un manque d'efficacité, du déchet technique on va dire, de la part des attaquants qui n'arrivent pas à mettre au fond, mais d'un autre côté t'as ce manque de chance quoi, de fou quoi. Et j'ai l'impression que comment dire, que ça va nous coûter très cher tout ça. Parce que souvent on dit la chance du champion, tu vois, on a la chance du champion, tout ça, et là pour l'instant on l'a clairement pas, la chance du champion.
Donc on verra en fin de saison comment ça va se passer. Moi j'y crois toujours, je pense qu'on va faire une belle saison, vraiment. J'y croyais en début de saison, même avant qu'il y ait Joao Félix et Joao Cancelo. Après quand ils sont arrivés, tout ça, quand on a commencé à jouer, à voir ce qu'ils pouvaient apporter à l'équipe, j'y croyais encore plus. Et c'est pas une défaite contre le Real Madrid pas méritée pour le coup, que ça va me faire changer d'avis. Je pense qu'on va faire une belle saison, je pense que l'équipe va proposer quelque chose d'intéressant. Ensuite il y a la Chavinetta qui pose la question. La masterclass tactique de Xavi sur les 60 premières minutes avec le peu de matos dispo, franchement ouais c'est ça, certains l'oublient quoi. Ils préfèrent regarder le négatif, après c'est comme ça, c'est la communauté qui est comme ça. On a peut-être la communauté la plus négative qui existe. Je connais pas trop les autres négativités, les autres négativités, les autres communautés, mais c'est vrai qu'on est quand même très, il y a énormément de négativité. C'est pour ça que j'aime bien être positif, j'aime bien machin, tu vois, voir le bon côté des choses aussi. Ça change un petit peu, tu vois, ça contraste avec tout le reste. C'est pour ça que j'essaie de rester un peu positif et optimiste, tu vois. Mais bon, voilà, on peut pas toujours l'être. Mais oui, la masterclass tactique, on n'a rien à dire sur ça. J'imagine que personne n'a à dire quoi que ce soit sur ça, parce que Xavi a fait les bons choix. On a bouffé le Real complètement. Tactiquement, Xavi a bouffé Ancelotti. Encore une fois, c'est pas la première fois, hein. N'oublions pas. Les matchs contre Ancelotti, tactiquement, à chaque fois, très souvent, disons, Xavi il bouffe Ancelotti. Les seules fois où on a perdu, toutes les fois où on a perdu, c'est il y a le 4-0 quand même la saison dernière où on se fait marcher dessus complet. Et là c'était voilà, il y a rien à dire. Souvent c'est je sais pas si c'est de la faute à Xavi quoi, concrètement, en gros, si on perd les matchs. Là c'est différent, il fait une masterclass tactique effectivement au début de match. Le problème c'est après la réaction en cours de match, les changements. Après c'est toujours facile de retenir le négatif, certains vont te dire ouais ces changements sont catastrophiques, il sait pas faire des changements, alors que dans certains matchs on l'a déjà vu, Xavi en cours de match il fait des changements qui sont payants, tu vois, et même pas si loin que ça en vrai. Quand tu regardes l'entrée de Mardiou contre Bilbao, c'est peut-être un coup de poker, tu vois, un coup de chance aussi, j'en sais rien, mais il fait rentrer Mardiou et Mardiou marque le but et nous offre la victoire contre Bilbao. Mais ça, personne l'a dit. Personne ne va dire ah Xavi, il a bien senti le coup, il a fait confiance à un jeune. Non, ça les mecs le disent pas non plus. Les mecs, on a que des gamins de 15, 16, 17 ans sur le terrain, mais Xavi ne fait pas confiance aux jeunes. Et en plus de ça, voilà, tactiquement, il fait pas les bons choix. C'est sûr que faire rentrer Roméo, je pense qu'il faut pas être un génie pour savoir que c'est un mauvais choix. Disons que c'est très risqué, mais voilà, c'est pas comme ça à chaque fois, c'est ça que je veux dire quoi. Tout simplement. Et comme tu le dis, avec le peu de matos qu'on a, est-ce que vraiment on avait des joueurs qui pouvaient faire la différence? Logiquement, Rafinha et Lewandowski ou même Lamine Yamal pouvaient faire la différence. Ça n'a pas été le cas. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est un mélange de joueurs pas au niveau et de mauvais choix, parce que pour moi, tu dois pas faire rentrer Roméo et sortir Cancelo, comme je l'ai déjà dit. Mais voilà. Si on avait fait rentrer Frenkie ou Pedri en pleine forme, je pense que ça aurait été différent. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ensuite, on a Starkis Black qui dit justement sortir Félix et Fermin n'était pas bien, Auriol ne mérite plus de jouer au Barça. Ouais, sortir Fermin c'était pas forcément un mauvais choix, parce que Fermin était quand même bien fatigué et en plus de ça avait un carton jaune déjà depuis longtemps, donc on sait jamais, mais c'est surtout la sortie de Cancelo moi, parce que Cancelo fait quand même un match assez moyen. Beaucoup critiquent la sortie de Cancelo, peu ont dit que le match de Cancelo était quand même très moyen. Il a fait pendant une bonne partie du match, on l'a pas forcément beaucoup vu, et après il commençait à être un peu mieux je trouvais, et puis après il est sorti, donc ça c'est pour ça je comprends pas. Peut-être que Xavi a voulu faire souffler Cancelo, mais on n'a pas de match pendant une semaine, je trouve pas ça logique, tu vois. À ce moment là c'est pas maintenant qu'il faut le faire souffler, tu vois. Donc moi comme j'ai dit, j'aurais gardé Cancelo au milieu de terrain à la place de Fermin Lopez, tu vois, et j'aurais fait rentrer Rafinha par exemple, ou Lamine Yamal si tu veux à droite, peu importe, mais j'aurais pas fait rentrer Roméo au milieu. Ça c'est clair. Et j'aurais laissé Diaby sur Bellingham. Ça marchait comme ça, il fallait rester comme ça. Ensuite, question de Urfa Gemini qui dit que penses-tu du Barça de cette saison? Pour nous améliorer? Oui, on peut s'améliorer. Moi je pense que le Barça de cette saison peut faire de grandes choses. On verra quand on aura l'équipe au complet, forcément, parce que si tu me dis on va faire de grandes choses avec Roméo sur le terrain, pas forcément. Mais quand on aura Frenkie de retour, qui on l'oublie peut-être un petit peu, pas tous, hein, mais rappelons-nous un petit peu, remettons-nous en tête quand même, tous les matchs de Frenkie depuis le début de saison, ils sont assez monstrueux. Donc avec un retour de Frenkie en pleine forme, un Koundé aussi en défense, qui était
notre meilleur. Attends les gars, on se remémore. Mais Koundé et Frenkie, en ce début de saison, étaient nos 2 meilleurs joueurs. Et là, ils sont pas là. Donc forcément qu'avec les retours des joueurs, ça va forcément être mieux. Ça, c'est logique. C'est une logique. On voit, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans nos joueurs, sans nos meilleurs joueurs sur le terrain, avec une équipe quand même assez remaniée. Je veux dire, quand on regarde l'attaque, les gars, on avait Cancelo ailier, Ferran Torres en pointe et Joao Félix à gauche. Et on peut se dire quand même que cette attaque, c'est du bricolage déjà, de 1. T'as pas vraiment le choix, c'est comme ça. En plus, ça a bien marché, donc voilà. Mais Ferran Torres n'est pas un titulaire, Cancelo n'est pas censé être un ailier droit, je veux dire. Et au milieu de terrain, t'as un mec comme Gundogan, Gavi et Fermin Lopez. Fermin Lopez, c'est pareil, il est excellent. Mais est-ce qu'il est censé être vraiment titulaire indiscutable ? Je crois pas. T'as pas être titulaire devant Pedri ou devant Frenkie de Jong, c'est logique. Et derrière, bon, Inigo Martinez enchaîne les bons matchs, tu vois, mais c'est pareil. Est-ce que Inigo Martinez est devant Koundé? Non, tu vois. Bref, mal compris, c'est pas l'équipe type, tu vois. Donc forcément qu'on peut s'améliorer. Et avec cette équipe remaniée, comme je l'ai dit, on a proposé quand même du bon football, du beau football. Donc je pense que ce qu'on a vu contre le Real Madrid, il faut s'en servir aussi. La défaite, cette punition, il faut s'en servir de leçon. Concrètement, et le jeu qu'on a proposé pendant une bonne partie du match, il faut s'en servir aussi pour la suite. Reprendre ces bases là quoi. La défense à 3, il faut repartir avec une défense à 3. Défense à 3, double pivot. Et après, le reste, les gars, vous faites ce que vous voulez. Mais il faut rester comme ça. C'est comme ça qu'on sort mieux les ballons, c'est comme ça qu'on domine totalement le match. C'est pas comme ça qu'on va trouver des solutions face à des bus, mais dans les grands matchs, on le sait, il faut une défense à 3 avec un double pivot. Ensuite, on a Amine qui demande le fait de ne pas tuer les matchs quand il faut devient très coûteux. Tu penses pas? Oui, c'est clair. C'est clair que après c'est comme ça, c'est la logique du football, comme je le dis. Tu tues pas le match, tu laisses la porte entrouverte pour te prendre une branlée derrière. Donc c'est comme ça. Il faut savoir tuer les matchs. C'est le football de haut niveau, les gars. Tu peux pas garder des 1-0 miraculeusement. Comme on l'a fait la saison dernière. Où, regardez le match à l'extérieur, Coupe d'Espagne, 1-0 contre le Real. On gagne 1-0, on sait même pas comment. Et on tient le score tout le match à défendre, quasiment. C'était vraiment pas fou, mais c'était miraculeux. On a joué comme l'Atlético Madrid Prime, là, le Cholismo, tout ça. On a défendu, on a fait que ça, quoi. On a posé un bus et tout ça, donc c'était pas très glorieux, mais ça a tenu. Mais on peut pas jouer comme ça. Le Barça, dans son histoire peut-être, ou dans son histoire très récente, enfin récente, sur les 20 dernières années, j'en sais rien, tu vois. En tout cas, moi, depuis que je regarde le Barça, c'est pas en lui, quoi. C'est pas la philosophie du club de poser un bus et de savoir défendre. On ne sait pas défendre comme ça. On sait défendre. Quand on regarde les dernières années, on sait défendre avec le ballon, en faisant tourner, en ayant des grosses séquences de possession et en privant l'adversaire de ballon et en défendant comme ça avec ballon. Mais sans ballon, replié devant notre défense, on ne sait pas défendre. On ne sait pas subir comme ça et tenir. C'est très rare. Alors certes, on a Ronald Prime qui est là, mais ça peut pas tenir indéfiniment. Donc il faut savoir tuer les matchs, et pour ça, il nous faut des mecs tueurs devant, tu vois. Parce que c'est logique. Si t'as des mecs qui sont mignons devant, qui manquent d'efficacité, qui manquent de confiance, tout ça, tu vas pas y aller très loin. Il nous faut des tueurs devant, quoi. Lewandowski était ce gars-là. Est-ce qu'il l'est toujours? C'est ça la grande question. On compte beaucoup sur lui. Lewandowski, c'est la star de l'attaque quand même. Moi, je critique un peu, pas mal peut-être Lewandowski ces derniers temps, depuis la fin de saison dernière, début de saison. Mais c'est parce que c'est lui le leader de l'attaque, c'est lui qui tient ce rôle-là de devoir mener les attaques et de devoir finir les actions. C'est le grand buteur de l'équipe. Toute grosse équipe a sa star en attaque, son attaquant qui va planter 20, 30, 40, 50 buts par saison pour mettre l'équipe à l'abri, tu vois. C'est lui qui va tuer les matchs. C'est ce rôle, c'est ce gars-là qui tient ce rôle. Et au Barça, c'est qui? Est-ce que c'est Lewandowski qui a toujours ce rôle? Est-ce qu'il peut toujours tenir ce rôle? Je commence à fortement douter. Je doute déjà depuis un certain temps maintenant. Ensuite, on a Tony qui dit « Le Barça doit trouver une solution à propos de Roméo. » Oui, la solution, elle est assez claire. Elle est assez évidente, il doit plus jouer. En tout cas, pas les matchs comme ça. Les matchs comme ça, voilà. Après, il y a des infos qui sont sorties là dans la presse, dans les médias, qui disent que le staff technique se rend compte que Roméo, en fait, il faut pas compter sur lui. Les gars, arrêtez vos conneries. Je veux dire, ça c'est bon. On le sait déjà depuis longtemps. Je veux dire, c'est pas nouveau. On le voit quand l'équipe, c'est trop dangereux d'avoir Roméo. En plus de ça, il est en train de perdre totalement sa confiance. Je sais pas s'il avait une grosse confiance en début de saison, mais en tout cas, le peu de confiance qu'il avait, il est en train de le perdre. C'est dur.
Et les joueurs qui sont avec lui n'ont pas confiance en lui non plus, donc veulent pas forcément lui passer le ballon parce qu'ils ont peur qu'il fasse un contrôle trop lentement, que le joueur arrive et subisse la pression, qu'on perde la balle, qu'on se prenne un contre et un but. Ils ont peur de sa lenteur, ils ont peur de sa lenteur dans tout, quoi. Dans son contrôle, dans sa passe, dans sa vision, dans son exécution, c'est compliqué. Roméo, il faut qu'il rentre en cours de match quand on est bien, tu vois. Quand on est confiant, on est en pleine confiance, on gagne 2-3-0, là tu fais rentrer Roméo, ça va, tu vois, c'est bon, tiens le ballon, amuse-toi un petit peu, fais-toi plaisir, mais c'est un joueur de rotation, mais rotation B, tu vois, genre, tu vois, c'est pas un mec que tu fais rentrer dans les gros matchs pour faire des différences ou quoi que ce soit, on le sait, on le voit bien, c'est comme ça. Il n'a peut-être pas le talent, peut-être qu'on s'est dit que ça allait peut-être marcher, oui, peut-être Roméo, parce que concrètement, quand on regardait Roméo à Girone, il a été très important dans ce système-là, et il était plutôt bon en plus de ça. Il était correct, c'était un bon joueur de Liga, quoi, je veux dire. Et là, il est au Barça catastrophique, donc ça prouve certaines choses, ça prouve que forcément, quand t'es bon dans un club, tu t'étais pas forcément bon dans un autre. Peut-être que ça fera réfléchir certains quand on parle que Xavi donnait pas la chance à Pablo Torre, par exemple, qui n'est pas titulaire à Girone finalement, là où Roméo était titulaire indiscutable. C'est un exemple. Mais voilà, mais en gros, tu peux être bon à Girone, mais le Barça, c'est un autre niveau. Forcément, tu as beaucoup plus de pression qu'à Girone. Girone, c'est bon, voilà, ils sont premiers de Liga, mais c'est assez fou. Mais c'est pas la même pression. Ils sont premiers, mais ils se disent, ça se trouve, bon, voilà, c'est bien ce qu'on est en train de vivre. Mais vous attendez peut-être pas. C'est pas le discours du coach, je pense, tu vois. Mais ils s'attendent peut-être pas à finir premier ou à vraiment cette pression de ah putain, il faut absolument être champion, tu vois, parce que c'est dans notre objectif. Mais les mecs sont premiers, ils profitent juste, tu vois. Ils s'amusent, ils profitent. Et là, c'est plus la même pression. Là, t'as obligation de gagner, tu vois. T'as obligation d'avoir des résultats au Barça. C'est pas du tout la même pression. C'est le mec aussi qui est à la Masia, qui a jamais vraiment réussi à s'imposer au club, qui revient au club et il y a toute cette pression-là, tu vois. Déjà, pourquoi t'es parti de la Masia? Pourquoi t'es parti du Barça ailleurs? Il y a bien une raison. C'est que tu n'avais pas ta place au Barça. Bon, il y avait Busquets, certes, mais tu n'avais pas ta place au Barça. Et là, tu reviens en fin de carrière. Je vois pas pourquoi tu aurais beaucoup plus ta place, tu vois. L'histoire est belle, mais en soi, sur le terrain, c'est autre chose. Donc, il faut vraiment que ça soit un joueur de rotation qui rentre comme ça dans les petits matchs, ou qui soit de temps en temps titulaire dans des petits matchs où c'est pas très dangereux. C'est tout. C'est tout. La solution, elle est claire pour moi, c'est Marc Casado, en fait. C'est tout. Il va falloir au bout d'un moment, parce que c'est bien sympa, Xavi fait confiance en beaucoup de jeunes. Marc Diou, Hector Fort, voilà, il l'appelle, bon, il n'a pas encore joué. Il met Fermin Lopez titulaire dans un Classico, mais Marc Casado, les gars, on se rend pas bien compte. Il y en a qui regardent pas la B, mais Marc Casado, c'est masterclass sur masterclass avec la B. Alors certes, c'est en division 3, mais ce gars-là a un talent quand même, un gros talent. Je dis pas qu'il pourrait être titulaire indiscutable au Barça, mais s'il doit y avoir un joueur de rotation à ce poste-là, Marc Casado mérite, mais largement plus, 100 fois plus que Roméo. Et il apporterait quand même beaucoup plus de sérénité à cette équipe. Marc Casado, c'est un mec vif, c'est un mec qui donne sa vie sur le terrain, c'est un Gavi bis. Un gars, tu vois, Gavi, Fermin Lopez, Casado, ils sont faits dans la même matière, tu vois. Je sais pas quelle matière c'est, mais ils sont faits du même truc, tu vois. C'est des mecs qui se donnent sur le terrain, qui donnent leur vie sur le terrain. Et c'est des mecs qui ont de la qualité technique en plus de ça. Parce que c'est bien de donner sa vie sur le terrain, mais si t'es nul, si t'es bidon, ça ne vaut rien. Casado, lui, il perd pas des ballons bêtement, il est pas lent, il met pas 3 heures à faire une passe, à réfléchir, machin, non. Pas du tout. C'est dommage. Dommage de pas lui faire confiance. Ensuite, on a Diaby Pierre qui dit: est-ce qu'on doit garder Gavi en 6? En un match, il fait mieux que Roméo et Gundogan depuis le début de la saison. Bah, il était en double pivot avec Gundogan, là. Il n'était pas vraiment en 6. Il y a 6 points de basse, c'est-à-dire pivot. Pivot simple à l'époque de Busquets, pour faire simple, pour vraiment faire la comparaison. Et Gavi n'était pas comme Busquets, là. Concrètement, Gavi, il a joué dans un double pivot avec Gundogan, à l'image de ce qu'on pouvait voir avec Frenkie et Busquets, qui sont pas quand même pas du tout les mêmes profils. Et là, on avait un Gavi et un Gundogan, avec un Gundogan qui se projetait peut-être un peu plus haut et un Gavi qui restait un peu plus bas pour couvrir et pour surtout garder Bellingham en vue. Mais c'est deux joueurs qui apportaient énormément de mouvement et qui avaient beaucoup de liberté sur le terrain. Et deux joueurs qui se comprenaient et qui sont intelligents. Et voilà, donc s'il y en a un qui monte, l'autre il va rester plus bas, et les deux vont échanger leur position. S'il y en a un qui bouge, c'est fluide quoi. Ça marche très bien. Maintenant, je pense que oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, Gavi doit rester en double pivot avec Frenkie, quand Frenkie reviendra. Clairement. Ensuite, on a Shaw qui dit: on a besoin de prendre un 6 en hiver, mais qui? Casado. Marc Casado.
Pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin, on peut acheter personne les amis. Déjà en hiver, apparemment il y aura Vitor Roque qui va venir, logiquement son club l'a annoncé, Deco l'a dit je crois. Normalement il va venir en janvier, ça c'est une bonne nouvelle. On aura une doublure de Lewandowski, peut-être même que Lewandowski deviendra la doublure de Roque. On ne sait pas. Mais en 6, on n'aura pas de quoi aller chercher je sais pas qui en 6. Apparemment, le club voudrait aller chercher un 6 en hiver. On ne pourra pas. Casado est là, il attend. Il attend depuis longtemps déjà, mais il est là. Il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit. Il est juste là. Tu le fais jouer, tout simplement. Ensuite, on a Fatih Ndiaye qui dit Roméo fautif sur le deuxième but de Bellingham. Ouais, bah oui, il est fautif parmi d'autres, mais oui. Fautif, c'est toujours pareil. On cherche le fautif, qui est le premier fautif. Lui, c'est lui qui est plus fautif que lui, machin. Bon, voilà. Il y en a qui vont te dire le premier fautif c'est Xavi parce qu'il a fait rentrer Auriol. Il y en a qui vont te dire après Auriol n'a pas suivi Bellingham. Moi, je vais te dire oui, mais il y a aussi on laisse. Sans donner de nom, on laisse centrer Carvajal quand même, on le laisse centrer tranquillement. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent sur une action. C'est toujours pareil. Certains ont une vision différente. Voilà, je préfère exposer les faits comme ça. Il y en a qui ont une vision du football très simpliste, mais le football n'est pas aussi simple que ça. C'est pas la faute d'une personne si on prend un but. C'est pas la faute d'une personne si on n'arrive pas à gagner ce match, tu vois. Ça ne peut pas l'être. Ce n'est pas possible. La seule situation où tu peux dire c'est la faute d'une personne, c'est que ça va être la faute du coach parce que c'est lui qui décide, tu vois. Donc là, à la limite, tu peux dire c'est la faute de Xavi si on n'a pas gagné le match. À la limite, même si bon, pas totalement non plus. Mais c'est comme ça. Mais tu peux pas dire parce que Auriol est rentré, on a perdu le match. Parce que Auriol il est rentré, il y avait 1-1 déjà. Et Auriol, en plus de ça, il est fautif sur le deuxième but. Donc, ouais, si on doit donner des fautifs, oui, il y en a plein des fautifs. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs petits détails qui font que on n'a pas gagné le match et en plus de ça après on s'est fait revenir au score, qu'ils sont revenus au score et ensuite après ils nous ont plié. Mais c'est un enchaînement de beaucoup de choses. Après si Roméo fait partie des fautifs, oui. Si vous voulez taper sur Roméo les amis, allez-y, faites-vous plaisir, il n'y a pas de problème. Faut pas oublier les autres aussi. Enfin ça serait plus logique quoi, c'est tout ce que je dis. Après je vais pas trop en dire parce qu'on va me dire oui tu défends Roméo et tout. Non. C'est juste que je n'ai pas d'agenda déjà. Comme je l'ai déjà expliqué, j'essaie d'être clair à chaque fois. Sans être insultant parce que ça serait trop simple. Mais je vais rester poli, courtois, comme Thibaut. En gros, moi je suis supporter d'une équipe. Donc je n'ai pas d'agenda dans mon propre équipe à vouloir tomber sur les joueurs, tomber dans la facilité. Ça serait trop bête de faire ça. Et encore le mot bête est très léger. Ce n'est pas que je défends certains joueurs ou pas, ou tombe sur d'autres joueurs, c'est juste que je donne mon avis, j'essaie d'être objectif sur l'équipe. Et c'est tout en fait, tout simplement. Après c'est comme ça, les agendas ont toujours existé, c'est toujours plus facile de tomber sur Roméo, forcément c'est le plus nul de l'équipe, donc c'est assez simple. S'il y a un de tes meilleurs joueurs de l'équipe qui fait un mauvais match par exemple, c'est pas forcément le cas contre le Real, mais s'il y a un des meilleurs joueurs de l'équipe qui fait un mauvais match contre le Real, tu vas pas tomber sur lui, tu vas pas dire c'est de sa faute, parce que lui normalement c'est le meilleur joueur de l'équipe, tu vois. Et ça marche pas comme ça. Si tu prends match par match, et les joueurs ont été mauvais dans ce match, et ils ont été bons dans d'autres matchs, tu vois. Et peut-être qu'il y a un joueur bidon qui est totalement bidon d'habitude, mais qui a été bon dans ce match, tu vois. Enfin, ça ne marche pas comme ça, tu vois. La vie ne marche pas comme ça, c'est tout. C'est comme la dernière fois quand tout le monde est tombé sur Roméo contre le Shakhtar, alors qu'il avait fait un match plutôt correct, ou Shakhtar, ou Bilbao, je sais plus. Il fait un match sans plus, tu vois. Il a pas claqué de triplé, reprise de volée en lucarne, non, il a pas fait ça. Et il est rentré, il a fait son match, il a récupéré quelques ballons, il a perdu quelques ballons, sans plus, comme tout le monde en fait. Mais tout le monde lui tombe dessus. Mais c'est trop facile ça les gars. C'est un peu idiot. C'est un peu idiot. Et si Cancelo il avait perdu beaucoup de ballons par exemple, personne n'a dit Cancelo a perdu beaucoup de ballons parce que Cancelo c'est un excellent joueur de football. Mais on parle d'un match. On parle de qui a été bon dans ce match et qui n'a pas été bon. Tu vois. Enfin bref, je sais pas pourquoi je pars là-dedans, ça me gonfle. On va finir avec la question de JP Barça qui dit « Cette défaite pour toi est-elle un tournant de la saison ?» Alors là, ma réponse va être très courte et très simple, et ça peut être une question aussi. Mais déjà, si on fait un constat, on voit que le Barça est à 4 points du Real Madrid. Donc une victoire et un nul du Real Madrid. Donc est-ce que le Barça, est-ce que cette défaite-là est un tournant vraiment de la saison? Est-ce que vraiment ça change tout, toute la physionomie de la saison? Est-ce que, à ton avis? Franchement, on est à 4 points du Real, à ton avis? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas quand. Voilà, profitez bien. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée.